Allez, merci de nous préférer sur Radio Espace, Espace Civil, le plus fort. Je continue jusqu'au port de midi. L'AMG, l'Association des magistrats de Guinée, hausse le ton et appelle les magistrats à débrayer. C'est officiel, les magistrats ont acté leur levée de bouclier hier à travers une note qui faisait l'exégèse détaillée et pédagogique de la disposition de l'interprétation fait office de brandon de discorde dans le dossier Asmaou Diallo. Plus loin, la fêtière des hommes à la touche qualifie la démarche du garde des Sceaux d'inique et d'incongru. Par conséquent, elle a appelé les magistrats à rester terrés ce jeu jusqu'à nouvel ordre. Tout le monde est appelé à cesser les activités. Comment en est-on arrivé là? Nous allons en parler ce matin avec le juge Magloire Kouadjo. Il est le porte-parole de l'association des magistrats de Guinée. Bonjour et bonne arrivée, monsieur le juge. Oui, bonjour à vous et merci à tous pour l'invitation. Bien, Babila, il est avec voilà, monsieur le juge, vous êtes le porte-parole de l'association des magistrats. Eh bien, d'abord, on vous avait eu au téléphone par rapport à tout ce qui était en train de se dérouler. Finalement, l'inévitable s'est produit, la suspension de ces magistrats. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle de suspension de ces deux magistrats par rapport à la gestion d'une procédure judiciaire? Alors, c'est vrai que nous ne nous attendions pas à ce que cela arrive. Nous avons reçu ça avec beaucoup de surprises et beaucoup d'étonnement. Et nous nous sommes dit qu'il faut à un moment décider de sauver cette maison parce qu'elle nous appartient tous. Elle nous a donné l'amour de cette nation. Elle nous a donné l'envie de servir ce pays. Et nous pensons qu'on doit, chacun, partout où il se trouve, renlever cette robe-là, se mettre à bras le corps pour exiger le respect des textes qui nous consacrent. Emmanuel. Alors, vous le savez, cette décision de suspension est issue d'une procédure dans laquelle l'interprétation d'une disposition est sujette à polémique. Et dans ce communiqué, on le rappelait tout à l'heure, vous avez fait une exégèse, une explication. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus pour l'attention du public afin de comprendre, est-ce que la convocation qui a été adressée à ces magistrats-là était naturellement fondée? Alors, sur l'article dont il s'agit, excusez-moi, c'est l'article 537. Alors, je n'ai pas le texte sous les yeux, donc je ne pourrais pas l'énoncer convenablement en attendant. Allez-y. Mais déjà, il ressort de ce texte que lorsque le juge est en train de juger une procédure dans laquelle le prévenu est non détenu, comme il a été le cas dans le dossier de Dame Asmaou, et que la peine que le juge prononce est au-delà de 6 mois, le juge peut entreprendre une mesure qui vise à décerner mandat de dépôt contre la prévenue, si elle est devant lui, ou mandat d'arrêt si le prévenu n'est pas présent. Alors, dans le cas-ci, je pense que pour aider les gens à mieux comprendre la chose, il faudrait qu'on essaie de faire comprendre déjà qu'il existe, ou peut-être ce qui crée la confusion, c'est les expressions peine encourue, peine prononcée et peine à exécuter. Dès lors qu'on lève cette confusion-là, je pense que les gens comprendront. La peine encourue pour une infraction, c'est celle qui est textuellement prévue pour l'infraction en question. Ça peut être de 1 an à 2 ans. On dira que celui qui commet telle infraction encourt une sanction de 2 ans au maximum. Alors, la peine prononcée, c'est la fourchette qui est accordée au juge. C'est le choix que le juge fait parmi cette peine, parmi la peine encourue. Le législateur dit la peine qui est applicable à un fait si, c'est par exemple le maximum de 5 ans, le juge a la possibilité de prendre juste 1 an dans cette fourchette-là. Et dès lors que le juge décide de prendre 1 an, il prononce 1 an, c'est cette peine qui est encourue et qui est prononcée. La peine à exécuter, c'est quoi? C'est lorsque le juge dit, par exemple, vous êtes condamné à 1 an, mais 1 an, je décide que vous n'allez aller en prison que pour 4 mois. L'autre partie de la peine, je vous l'accorde en sursis. Et donc, lorsque vous faites cette distinction, le législateur, dans le cas de cette disposition, n'a pas dit la peine à exécuter doit être de 6 mois. Le législateur dit lorsque la peine prononcée est au moins de 6 mois. Et dans le cas d'espèce, la peine qui est prononcée par le collègue de Mamou est bien au-delà de 6 mois. Il a prononcé, de l'abbé plutôt, il a prononcé une peine de 1 an. Il a décidé que parmi cette peine-là, il n'y a que 2 mois qui vont être exécutés et il a décerné mandat pour cette partie de la peine qui va être exécutée. On ne saurait donc imaginer qu'on puisse qualifier l'attitude de ce dernier d'insuffisant professionnel si ce n'est que pour nuire ou porter atteinte à son Permettez-moi, sur la même question, monsieur le porte-parole de l'AMG, qu'est-ce qui donc pourrait justifier cette attitude du ministre de la Justice? Est-ce qu'on peut parler de manque de volonté ou de règlement de compte
ou tout simplement d'incapacité du ministre de la Justice? Est-ce qu'il est habilité de pouvoir interpréter ces textes tels que vous le faites? Est-ce que la loi lui confère ce pouvoir justement d'interpréter la loi? Alors, avant de venir à vous, déjà au début, ce qu'on peut dire, nous-mêmes nous essayons de comprendre concrètement qu'est-ce qui motive une telle décision. Parce que pour nous, nous avons attiré l'attention de toutes les parties par rapport à cette question en disant, attention, il y a une attitude qui se présente. Nous pensons que la démarche déjà, sans entrer au fond, la démarche n'est pas régulière. Mais au-delà, le pouvoir de vérifier ou d'apprécier une décision de justice n'est pas celui du ministre de la Justice. Il n'entre pas dans les prérogatives du garde des Sceaux de juger un acte d'un magistrat, de juger une décision de justice ou encore de juger un magistrat. C'est-à-dire quoi concrètement? Que le garde des Sceaux n'est pas juge des magistrats, il n'est pas juge des décisions de justice. Le législateur a prévu des voies de recours pour les parties. Lorsqu'une décision est rendue, la seule voie royale pour contrer une décision de justice, c'est l'appel lorsqu'elle est en instance ou l'opposition selon le cas. Mais lorsque la décision est rendue en instance, une partie n'est pas d'accord, elle exerce les voies de recours. C'est à la cour d'appel qu'on devait pouvoir dire que le juge n'a pas appliqué la loi, mais il n'appartient pas à une partie de courir vers un département pour aller dire voici la décision appréciée et que le juge dit que non, il n'a pas une bonne appréciation de la loi et je prends une mesure de suspension. Justement, quand vous parlez de peine prévue et peine prononcée, vous avez expliqué, vous avez détaillé. Alors, il y a l'autre bâtonnier, Maître Mohamed Traoré, ancien bâtonnier membre du CNT, qui a fait une tribune. Si vous permettez, je vais lire juste un extrait et puis je poserai la question. Il dit, au regard de ce qui précède, le juge concerné et l'association des magistrats de Guinée ont bien raison de considérer la suspension n'est pas fondée. C'est pourquoi le ministre de la Justice gagnerait à rapporter son arrêté pour éviter une crise inutile au secteur de la justice où il existe depuis quelque temps un climat délétère. Il n'y a aucune honte à admettre qu'on s'est trompé, mais il est sage parfois d'avoir tort avec tout le monde que d'avoir raison seul. C'est une tribune de Maître Mohamed Traoré qui est membre du CNT, ancien bâtonnier. Alors, aujourd'hui, vous demandez à tous les magistrats de cesser les activités. Imaginons qu'on revienne à la raison. Est-ce que vous êtes prêts à céder? Très vite. Dès lors que la suspension est levée, si on n'était pas le week-end aujourd'hui, la suspension est levée aujourd'hui, lundi. Aujourd'hui même, nous appellerons les collègues à reprendre dès lundi. Bien. Allez, Aoulatou. Alors, vous avez appelé vos collègues à cesser toute activité du côté dans les tribunaux. Est-ce que vous avez eu un constat d'ailleurs ce matin-là? Est-ce que le mot d'ordre est suivi dans les tribunaux et c'est jusqu'à quand vous comptez le faire? Pour ce qui est du suivi, nous avons des retours de certains collègues, surtout ceux de l'intérieur, parce qu'ils sont un peu plus loin de nous. Ceux de l'intérieur, nous avons le retour des uns et des autres. Et je pense que le mot d'ordre est assez suivi. Pour ceux de Conakry, nous osons espérer que c'est le même chemin. Nous sommes convaincus que chacun suivra. Et pour nous, dès lors que les conditions ou la condition que nous avons posée est satisfaite, rien ne va nous empêcher de lever le mot d'ordre de débrayage, je précise bien. Bien, allez, Babila. Alors, puisque le ministre, dans son arrêté, il suspend ces deux personnes pour faute professionnelle. Ça, c'est la première accusation portée. À quel moment peut-il suspendre, lui, en qualité de ministre de la Justice, garde des Sceaux, suspendre un magistrat pour faute professionnelle? Qu'est-ce qui est qualifié de faute professionnelle selon la législation? Alors, lorsque vous prenez notre loi, la qualification des fautes relève de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que, figurez-vous, vous saisissez le Conseil supérieur de la magistrature pour un certain nombre de faits. Bien. Si déjà vous mettez la charrue avant les bœufs, vous défrichez, vous dites non, voici déjà ce pourquoi je saisis ce collègue. Il y a insuffisance professionnelle. Même si l'autre difficulté qui se pose à ce niveau même de ce quoi, on qualifie l'attitude des collègues d'insuffisant professionnel. Dans la cité, aujourd'hui, c'est leur qualité qui est mise en jeu. C'est leur honneur qui est touché, leur crédibilité. Un citoyen qui devra se présenter devant ce magistrat va se dire, attention, c'est lui qu'on a qualifié, lui, il ne connaît rien. Son ministre a dit qu'il ne connaît rien. Parce que on a voulu inculquer dans la tête des citoyens aujourd'hui que c'est le ministre de la Justice qui décide du sort ou de la gestion des magistrats ou qui est le supérieur hiérarchique de tous les magistrats. Et donc, quand c'est comme ça, le citoyen se sent assez faible, il s'est dit non. Il se sent beaucoup plus fort, j'allais dire, pour dire ce citoyen, ce magistrat ne connaît rien, il a été qualifié d'insuffisant professionnel. Même si le Conseil supérieur de la magistrature vient à dire nous n'avons trouvé dans l'attitude de ce magistrat aucune faute professionnelle, nous avons estimé plutôt, ou nous considérons qu'il a bien appliqué la loi, cette décision n'est pas connue du grand public. Parce que la loi interdit aux magistrats de publier les décisions du Conseil supérieur de la magistrature. Toujours est-il que même les décisions de suspension, que nous l'avons dénoncé tout le temps, la loi interdit que ces décisions soient publiées. Lorsque vous avez des griefs contre l'attitude d'un magistrat, la loi donne la possibilité au garde des Sceaux de suspendre ce dernier
Mais la voie royale, c'est de notifier à ce magistrat l'acte de suspension et l'acte de saisine du Conseil supérieur de la magistrature. Comme ça, le magistrat se présente devant le Conseil. Allez, Emmanuel Loire. Alors justement, j'allais poser cette question puisqu'il ressort de votre statut particulier que lorsqu'une décision de suspension est prise par le ministre, cela doit rester en tout cas dans l'ordre du secret. Maintenant, est-ce que le fait qu'à chaque fois que vous avez rappelé à l'ordre le garde des Sceaux qui ne s'est pas plié à cette obligation qui de plus est consacrée par la loi, est-ce que ce n'est pas une volonté de vouer aux gémonies la magistrature, de vous exposer davantage? Est-ce que ce n'est pas une façon pour lui, j'ai envie de dire, de vous saboter en tant que tel? Bien. Alors si, pour ma part déjà, et à mon avis, c'est ce qui a guidé tous les collègues magistrats, on est venu vers ce métier par respect au sacerdoce qui l'entoure. On est venu vers ce métier par le mythe qui l'entoure. Et dès lors qu'on est en face d'un ministre, qui qu'il soit, qui veut faire tomber ce mythe-là, je pense que les magistrats devaient s'élever pour dire non. Et dès lors qu'on publie ces actes de suspension, nous ne sommes pas législateurs. Nous ne sommes pas allés vers le législateur pour lui dire, dans le cadre de notre loi, il faut mettre telle règle pour nous protéger. C'est le législateur qui a décidé ainsi. Ils ont soumis ce texte au président de la République qui a promulgué. Nous ne sommes qu'exécutants et nous allons veiller à ce que ce texte soit exécuté. Bien, allez, Kapsa. Voilà, donc, alors, monsieur le porte-parole, l'autre question pour vous, c'est que j'aimerais bien que vous rappeliez cette procédure qui permet à l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires de venir à convoquer ou à interpeller un juge, parce que l'autre chef d'accusation, l'autre reproche que fait le ministre Charles à ces juges-là, il parle d'insubordination de ces gens-là. Alors que dit la procédure? Comment est-ce qu'elle devait se passer? Et au regard de cela, est-ce qu'on peut vraiment parler d'insubordination? Alors, je vais aller sur un exemple pour être beaucoup plus compris. Il y a une décision qui est rendue dans une juridiction par un juge. Une des parties estime à tort ou à raison, que le juge peut-être a été corrompu. Peut-être elle a des preuves. Elle vient saisir, elle peut automatiquement saisir le Conseil supérieur de la magistrature, tout comme elle peut saisir le garde des Sceaux, ou le garde des Sceaux peut même entendre par voie des dénonciations. Par exemple, vous avez mené des enquêtes, vous dénoncez certains faits. Le juge, le ministre de la Justice, informé de ces cas de figure, peut commettre l'inspection des services judiciaires à entendre le magistrat. Le magistrat est entendu sur PV. Rapport est dressé à communiquer au garde des Sceaux qui apprécie pour dire si l'attitude du magistrat constitue une faute, il saisit le Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, lorsque le magistrat ou le garde des Sceaux a saisi l'inspecteur pour entendre le magistrat, la bonne formule voudrait que l'inspecteur adresse un courrier au magistrat en question, une lettre de convocation, en lui disant, nous avons reçu une dénonciation ou bien nous avons reçu une plainte contre vous par rapport à tel fait, nous souhaitons vous entendre ce jour pour les faits dont il s'agit. Et vous venez, vous entendez. Mais si déjà, le texte, même quand on prend le droit commun, il est interdit aux OPJ, même pas nous à notre niveau déjà, aux officiers de police judiciaire, d'inviter, de convoquer les citoyens en mettant simplement dans la convocation pour affaires vous concernant. On a eu l'habitude, c'était récurrent, les OPJ mettaient cela. Je pense qu'on a, ces derniers temps, il y a eu des bruits à tous les niveaux pour dire, dès qu'un citoyen reçoit une convocation, c'est indiqué pour affaires vous concernant, ne vous présentez pas. Alors, un exemple, si vous permettez, même à l'époque, quand il était procureur général, il a dit tout simplement qu'un citoyen qui est convoqué devrait être situé sur son sol avant qu'il ne vienne. Oui, quand il est devenu ministre, dans sa tournée à l'intérieur, il a demandé aux citoyens de ne jamais répondre à une convocation tant que les motifs ne sont pas clairement indiqués. Exactement. Alors, nous, on voudrait bien comprendre, on ne peut pas demander cela aux citoyens. Et nous, qui devions vérifier cette régularité-là, que nous soyons convoqués sans qu'on ne puisse nous demander cela. Les collègues ont demandé à ce qu'on leur indique les motifs de leur invitation, de leur convocation, et mieux qu'on leur accorde une semaine. Je pense qu'une semaine pour se présenter, ce n'est pas un mois, ce n'est pas une année qu'ils ont demandé. On ne saurait admettre, on ne saurait qualifier cela d'insubordination. Surtout que la route Mamou-Labé est complètement dégradée. Oui, Cap, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Surtout que la route Mamou-Labé est complètement dégradée aujourd'hui. Il faut le rappeler, si on vous dit de quitter 20h, quitter Labé pour venir à Conakry le matin, ça va être très très compliqué pour ceux qui connaissent l'intérieur du pays. Allez, Caps maintenant. Voilà, je voulais juste préciser, est-ce que, par exemple, la loi donne un délai pour, quand on est appelé ou convoqué par l'inspection générale pour se présenter? Est-ce qu'il y a un délai
pour pouvoir dire qu'une semaine c'est trop, ou est-ce qu'il y a véritablement un délai qui est donné dans ce sens, où ils peuvent prendre tout le temps qu'ils veulent? Non, textuellement, il n'y a pas de délai qui est prévu, mais le bon sens voudrait que ce soit un délai raisonnable. Pour un citoyen tout normal, lorsque le juge d'instruction ou un juge d'instruction convoque un citoyen, la loi impose à ce qu'il observe au moins 10 jours. Et donc, pour nous autres, ils n'ont même pas demandé 10 jours, ils ont demandé qu'une semaine. Je pense que vraiment, s'il n'y avait pas une autre intention en arrière, on aurait pu vraiment... Bien. Avant de revenir vers vous, Aoulatou, alors, c'est vrai que nous connaissons la procédure, même ceux qui n'ont pas fait le droit comme nous, qui n'ont pas de notion basique, on sait que quand quelqu'un est condamné dans un tribunal, il peut interjeter appel et que vous partez au niveau de la cour d'appel. Et si vous n'êtes pas d'accord à la cour d'appel, vous pouvez aller à la cour suprême. Maintenant, quelle devrait être l'attitude du ministre s'il n'était pas d'accord de cette condamnation du côté de l'abbé? Le ministre ne devait pas être d'accord ou pas de la condamnation, il n'est pas parti au procès. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Peut-être dans un futur, peut-être modifier cette loi au niveau du CNT? Un citoyen, le citoyen peut ne pas connaître ça. Nous, on n'en veut pas très souvent aux citoyens pour certaines situations. Lorsque vous vous montrez comme gardien de la boussole ou gardien de la justice, il va sans dire que les citoyens vont s'orienter vers ou à tout bout de chemin. Que ce soit dans les affaires qui relèvent de votre compétence ou non. On le sait. Même dans les juridictions à l'intérieur, les parties... très souvent, même pour des affaires civiles, se présente très souvent dans les bureaux des procureurs. Il appartient au procureur, qui est lui connaisseur du droit, de montrer le bon chemin pour lui dire non, cette affaire n'est pas correctionnelle, je n'ai rien à dire là-dedans, va voir le juge civil. Donc, lorsqu'un citoyen se présente devant le garde des Sceaux pour une affaire, le bon sens c'est quoi? C'est de lui dire, exerce les voies de recours. La décision a été rendue quand? Tel jour, est-ce que tu es dans le délai? Oui, exerce les voies de recours pour ne pas perdre ce droit-là. Allez, Aoulatou. Alors, il est arrivé que le Conseil supérieur de la magistrature puisse rétablir des magistrats parfois qui sont suspendus. Pourquoi alors on n'arrive pas à lever cette suspension? Je veux parler par exemple du cas de Mohamed Diawara, d'Israël Pogomou, ainsi de suite. Alors, les cas de suspension ou des décisions du Conseil supérieur de la magistrature, ce qu'il faut préciser, c'est que à l'état actuel de nos textes, il n'y a aucun moyen qui permet au Conseil supérieur de la magistrature d'exiger l'application de ces décisions. Mais toujours est-il que on est dans un état de droit et on estime qu'une décision de justice doit être exécutée. Le Conseil supérieur est une juridiction, c'est un organe disciplinaire. Lorsqu'il rend une décision, cette décision s'impose à tous. Même un ministre qui suspend un magistrat, il la traite devant le Conseil. Si le Conseil dit qu'il n'y a pas de faute, le ministre devait, dans la grandeur, admettre qu'il n'y a pas de faute et intégrer le magistrat de ses fonctions. Nous attendons certainement dans les prochaines nominations, s'il y a décret ou pas. S'il y a décret, peut-être, nous pensons que les collègues qui ont été suspendus et dont les décisions ont été revues au Conseil supérieur de la magistrature vont être positionnés. Allez, Emmanuel, avant de venir à vous, Babila. Alors, monsieur le juge, il y a un autre élément qui revient dans l'un des actes qui a été pris par le ministre, c'était la question de l'exécution de ce mandat de dépôt. Est-ce que lorsque le juge, après être entré en condamnation, a décerné ce mandat de dépôt-là et que la partie a interjeté appel, est-ce que ce mandat de dépôt qui a été décerné est suspendu d'office ou il va continuer à s'exécuter jusqu'à ce que la cour d'appel puisse se prononcer? Il y a des cas où, lorsqu'il y a appel qui est interjeté, la décision ne peut pas être exécutée. Mais dans le cas-ci, nous avons mentionné l'article dans notre communiqué parce que nous avons voulu être beaucoup plus explicites. Nous n'avons pas voulu être dans la littérature, mais nous avons voulu soutenir tout ce que nous disons par les textes de loi. Parce que nous pensons être en matière correctionnelle. Et en matière correctionnelle, c'est les textes, que ce soit dans toute autre matière d'ailleurs. Alors, lorsque le texte que nous avons visé dit quoi? Que lorsqu'il y a une décision qui est rendue, dans les cas visés à l'article 537, la décision est exécutée nonobstant appel. Le procureur n'avait aucune autre solution que d'exécuter le mandat. Même si d'ailleurs le procureur avait requis à l'audience la relaxe pour la dame et que le juge entrait en condamnation, le procureur avait l'obligation d'exécuter le mandat. Et même si c'est lui qui avait relevé appel la décision, il n'avait aucun autre moyen. Donc c'est encore assez curieux pour nous. On a été assez surpris de voir que le procureur soit encore condamné ou suspendu par simplement qu'il a exécuté cette décision. Yves Magloire, porte-parole de l'association des magistrats de Guinée dans le Bifor GG sur Radio Espace TV, Babila. Voilà, justement j'ai cette disposition qui fait l'objet d'interprétations diverses par le ministre, ou en tout cas qui prête à confusion aujourd'hui chez le ministre. L'article 537, si vous le permettez, cette disposition qu'il vient de rappeler, il dit dans le cas visé à l'article 535, premier alinéa, il s'agit d'un délit
de droit commun et si la peine prononcée est au moins de 6 mois d'emprisonnement, le tribunal peut par décision spéciale et motivée décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Le mandat d'arrêt continue à produire ses effets, il est dit, à produire ses effets même si le tribunal, sur opposition ou la cour sur appel, réduit la peine à moins de 6 mois d'emprisonnement. Bien. Quelle interprétation faites-vous de cela et par rapport à ce que le ministre raconte justement dans son arrêté où il dit, cette partie de l'arrêté où il dit que c'est en violation flagrante de l'article 537 du Code de procédure pénale qui exige, selon lui, à tout magistrat statuant en matière pénale, lorsqu'il s'agit d'un délit de droit commun, de respecter le quorum de la peine prononcée au moins de 6 mois d'emprisonnement avant de décerner un mandat de dépôt ou mandat d'arrêt. Oui, alors quand vous voyez juste la partie entre parenthèses, il est dit clairement la peine prononcée au moins de 6 mois. Le micro. Et dans le cas si la peine prononcée est de 1 an, donc nous ne voyons pas concrètement où est la faute à ce niveau-là. Parce que le texte est assez clair là-dessus. Le texte dit la peine prononcée doit être au moins de 6 mois. Et dans le cas d'espèce, le collègue Moussa Kambara a prononcé une peine au moins d'un an. Il n'a pas dit 3 mois, la peine que je prononce est de 3 mois, il a dit la peine est de 1 an, assorti 10 mois assorti de sursis et 2 mois ferme. Bien. Comment comprenez-vous alors cette interprétation erronée du ministre? Est-ce une mauvaise volonté ou c'est une carence? Comment vous l'interprétez? Quelle explication trouvez-vous à cela quand il a été magistrat lui aussi? Alors, j'avoue que nous ne comprenons pas cette interprétation et nous pensons que, comme nous l'avons dit dans le communiqué, c'est une interprétation erronée. Nous sommes magistrats, nous connaissons les textes et c'est pourquoi d'ailleurs nous disons la grandeur voudrait qu'on l'admette. En bon administrateur, la grandeur prendre la hauteur, admettre qu'on a mal compris le texte, on a mal interprété le texte, et après... Et justement, en tout cas, ce n'est pas un crime de mal interpréter un texte de loi. Si l'inspection générale des services judiciaires et le ministre avaient entendu vos collègues sur le moratoire qui devait leur être accordé pour ces 1 semaine-là, mais aussi les motifs, si tout cela était encadré, est-ce que ça n'aurait pas permis à ce qu'ils préparent mieux leur défense et que, de confrontation avec l'appréhension que le cabinet du ministre a de ces dispositions-là, ça aurait permis un bon dénouement de la situation? Alors, moi, je pense d'ailleurs que le principe est assez clair. La décision du juge s'explique elle-même. Le juge n'a pas besoin de suivre sa décision partout où elle va pour l'expliquer. Non. La décision s'explique à elle-même. Alors, si ceux qui lisent la décision du juge ne comprennent pas cette décision, à mon avis, l'insuffisance professionnelle se trouve ailleurs. Tout sauf c'est les magistrats qui prennent cette décision-là. Yves Mangloire, le porte-parole de l'association des magistrats de Guinée qui appelle aux magistrats de cesser toute activité jusqu'à nouvel ordre. Oui, allez. Alors l'autre question, monsieur le juge, c'est par rapport à ce mandat de dépôt. Donc un mandat de dépôt décerné comme contre la dame Asmao. Et le juge convoqué sur Conakry se retrouve dans un ascenseur avec une personne contre laquelle un mandat de dépôt est décerné. Et de surcroît, ils étaient à destination du cabinet du ministre de la Justice. Quelle est votre interprétation de ça? Comment vous voyez ça? Quel est votre regard par rapport à cet état de fait? Nous voyons cela comme des manœuvres qui n'ont aucun autre objectif que d'affaiblir la justice. Parce que honnêtement, lorsque vous avez condamné quelqu'un, à votre avis, cette personne, ce n'est pas vous qui l'avez condamné. C'est le tribunal que vous avez présidé qui l'a condamné. Et la décision que vous avez rendue a été rendue au nom de tout le peuple de Guinée. À un certain moment, je pense que nos autorités doivent arrêter de voir qu'une partie dans un procès. Un procès oppose 2 parties. Qu'est-ce qu'on a fait des plaignants dans cette affaire? Est-ce qu'on a pensé au moins à l'état des citoyens, de ceux qui ont porté plainte, de ceux qui ont saisi le tribunal, qui ont à un moment eu confiance en cette justice en disant que oui, nous avons engagé une procédure de faux usage de faux contre une personne, la justice nous a donné raison, nous sommes satisfaits de notre justice. Aujourd'hui, celles-ci vont se dire quoi? Ce citoyen, pour contre qui nous avons porté plainte, demain, même si elle fait autre chose, nous ne pouvons plus aller avec elle en justice. Parce que ce que ça crée, c'est quoi? Un autre magistrat qui va avoir la procédure, la bonne dame pourra tout doucement dire, est-ce que tu t'es renseigné à mon sujet? Il y a eu des gens qui ont tenté de me condamner ici à 2 mois, à 10 mois, ils ont décerné 2 mois de mandat contre moi.
ils ont sauté, on les a enlevés à Malabé, ils ont été suspendus, ils ont fait peut-être tel nombre de mois sans travailler. Et c'est cette peur-là qu'on veut vraiment enlever dans le cœur des magistrats pour dire on ne veut pas être partagé entre le stress de l'application des textes, qui est assez rigoureux, et le stress qu'une autorité pourrait avoir sur notre texte. Alors, c'est vrai que beaucoup d'observateurs estiment que le ministre s'est trompé, c'est une interprétation erronée. Qu'est-ce que cela renvoie comme image de la justice guinéenne? Ça renvoie plutôt l'image que la justice travaille bien, que les magistrats restent fidèles au texte, que les magistrats appliquent textuellement les choses. Et peut-être que c'est au-delà des magistrats, ceux qui ne sont pas des judiciaires, qui ne comprennent pas les textes. Et c'est pourquoi les magistrats, nous les appelons toujours à rester soudés au texte, à être fidèles à leur serment, parce que ce n'est que lorsque nous sommes dans une telle position que l'association peut vous accompagner. Allez, Si vous êtes fautif, l'association ne trouvera aucun moyen de vous soutenir dans votre action. Alors, monsieur le juge, vous le rappelez tantôt, le ministre de la Justice, en dehors du fait qu'il fait une interprétation erronée de ces dispositions-là, en dehors du fait qu'il viole constamment la loi sur le secret que doit entourer certains actes concernant les magistrats, en dehors du fait que, dans une de ses déclarations, il a affirmé qu'il pardonnait aux magistrats suspendus, ce qui n'est pas naturellement quelque chose d'acceptable dans un état de droit. Est-ce que vous ne pensez pas que la coupe est pleine pour demander à ce que le ministre Charles White quitte tout simplement ce ministère de la Justice, parce que comparativement aux réformes qu'il est en train de mener et des dégâts qu'il est en train de poser, c'est carrément la dernière partie qui pèse beaucoup plus dans la balance, et que ce serait mieux pour l'administration de la justice, pour l'indépendance des magistrats qui est aujourd'hui menacée, qu'on puisse trouver une autre personne capable de mener à bien les réformes dans ce département. Il doit sauter, un fusible doit sauter. Alors, pour nous, notre pouvoir ne s'étend pas jusqu'à ce niveau. Nous ne sommes pas autorité de nomination. Le ministre de la Justice relève de l'exécutif, il relève du politique. Il appartient à l'autorité politique de décider qui peut mettre en œuvre ses orientations au niveau de la justice. Nous, ce à quoi nous invitons nos collègues et ce sur quoi nous veillons à tout moment, avec qui que ce soit comme ministre, c'est que les règles qui gouvernent le fonctionnement de la justice soient respectées. C'est que les droits qui sont consacrés aux magistrats et les règles qui gouvernent le fonctionnement de ce service, de cette noble profession, soient également respectées. Qui que l'autorité va vouloir nommer à la tête du ministère de la Justice, nous, ça ne nous regarde pas grand-chose, ça ne nous regarde pas trop. Si vous avez remarqué, dans cette transition, c'est le département où il y a eu beaucoup plus de ministres. En moins de 2 ans, on a eu quasiment 3 ministres. Tout ça, pour nous, ça veut dire que l'autorité qui nomme, s'il a nommé quelqu'un qui ne met pas en œuvre sa politique, comme elle veut, elle le met de côté pour mettre celui qui, dans son esprit, met en œuvre sa politique. D'ailleurs, il a plus duré que les autres. Allez, Babila. Avant de reposer la même question autrement, je voudrais rappeler à la nomination de Charles, le président de la transition a eu à le dire clairement. Il dit il n'hésitera pas de nommer même un 4e ministre tant qu'il n'a pas vu le changement qu'il voudrait au niveau de la justice. Maintenant, donc, la question. attend à ce niveau. Je repose la question autrement. Peut-être il est satisfait maintenant. Par rapport à ce que Emmanuel était en train de dire, est-ce que vous ne savez pas qu'avec ces violations répétées, ces actes d'ingérence dans les procédures judiciaires, qu'il y a même des magistrats qui confient qu'ils ont été appelés par plusieurs fois par des membres du cabinet pour demander à ce qu'il requiert la condamnation pour certaines personnes ou la libération pour d'autres. Au regard de toutes ces situations, est-ce que vous n'estimez pas que Charles, le ministre de la Justice, est en train de faire plus mal à la justice aujourd'hui que de la servir? Alors, c'est ce que nous déplorons très souvent et que nous dénonçons toujours. Toutes les autorités qui vont venir vont vouloir que la justice fasse ce qu'elles veulent. Ça va toujours. Parce que dans nos États, on a tendance à utiliser la justice comme une main pour frapper ceux qui nous contredisent. Et dans un passé très récent, c'est ce qu'on a déploré. Certains de nos aînés sont allés dire que non, ils étaient sous pression, ils recevaient des ordres, c'est pourquoi ils ont entrepris certaines décisions. Nous, cette génération ne veut pas croire en cette manière de voir les choses. Nous avons une vision de la justice. Nous voulons une justice indépendante. Nous avons pensé, quand nous étions dans nos facultés de droit, que les principes qu'on nous dégageait, l'impartialité du juge, l'indépendance du juge, que c'était des trucs qui ne sont pas que textuels. Ils nous ont donné l'amour pour venir vers ce corps et nous pensons que nous devons veiller à ce que ce soit respecté. Parce que demain, c'est ce que nous voulons léguer à la génération qui va venir après nous. Et nous voudrons, comme on aime très souvent le dire, moi personnellement, je voudrais demain, lorsque je serai à la retraite, voir une de mes décisions, la lire avec mes petits-enfants et sourire pour dire oui,
j'ai pris cette décision contre vents et marées, mais Bien. je n'ai pas pu fléchir le genou. Alors, ce n'est pas une première que de suspension tombe au niveau de l'association des magistrats de Guinée. Beaucoup de magistrats ont été suspendus, notamment son président Mohamed Diawara, Israël et tant d'autres magistrats ont été suspendus. Mais souvent, on s'en tient à des communiqués. C'est vrai que c'est votre rôle de faire des communiqués, mais si maintenant vos revendications ne sont pas prises en compte, si on ne lève pas cette suspension de ces juges et ce substitut du procureur du côté de la baie, qu'est-ce que vous comptez faire? Ou bien reprendre les activités après les vacances judiciaires? Alors, nous avions au départ, comme toujours, comme vous le soulignez, faire des communiqués. Nous avons dénoncé. On s'est rendu compte que ces communiqués ne portaient plus. On s'est dit, bon, voyons une autre étape. Peut-être dans notre entendement, comme nous essayons de nous mettre toujours comme dans une situation assez pacifique, parce que nous pensons que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, c'est pour les citoyens. Bien. Et nous ne devons pas poser des actes qui vont nuire les citoyens. Alors, nous nous sommes dit, puisque nos dénonciations ne portent plus, essayons d'aller un peu plus loin, posons le pied gauche dans la danse pour voir ce que ça va donner. Bien. Alors, nous avons dit que la suspension, si elle est levée, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est levée aujourd'hui, nous allons lever notre mot d'ordre de débrayage dès aujourd'hui. Si la suspension n'est pas levée, à un certain moment, nous allons nous retrouver, nous allons décider d'une autre démarche à suivre. Bien. Mais il n'est pas question qu'on lève ce mot d'ordre de débrayage tant que nos collègues ne sont pas... Allez, cap ça. Alors, monsieur le juge, cette question, il est important pour moi de vous la poser parce que selon certains observateurs, j'ai envie d'avoir votre lecture là-dessus, ce qui se passe là, cet acte du ministre suspendant ces juges-là relève d'une forme de règlement de compte. On nous apprend, bien entendu, que le juge Gami était le premier, le substitut du procureur Gami était le premier à s'opposer à une décision de Charles qui concernait Fonike Mengue et Gianni Alpha dans un procès qui leur opposait. Et cela a été poussé beaucoup plus loin jusqu'à finalement, selon ce qu'on nous rapporte, à coûter finalement le poste à l'ancien ministre de la Justice qui a envoyé justement à la promotion de l'ancien procureur Charles White comme ministre de la Justice. Et au regard de tous ces différents agissements de monsieur le ministre, des suspensions répétées des magistrats, et des violations de ces textes-là, est-ce que vous ne voyez pas derrière comme si le ministre avait une dent finalement contre vous? Et est-ce que vous pensiez qu'il y aurait une forme de négociation possible pour enterrer tout ça afin de mettre en avant la justice guinéenne pour que nous puissions venir vers une justice indépendante? Alors, forme de négociation possible pour enterrer ça, nous pensons que oui. Nous n'avons pas les portes fermées pour une négociation. Nous sommes disposés à toute discussion dès lors que le préalable que nous avons posé, dès lors que ça peut contribuer à lever ce préalable-là. Pour ce qui est de la suspension du procureur à vice, bon, vous le soulignez qu'il y aurait peut-être d'autres situations en amont, mais nous voulons rester sur cette situation actuelle. L'acte de suspension a mentionné un certain nombre de faits. C'est sur ces faits-là que nous restons, c'est les faits-là que nous avons appréciés. L'acte de suspension a parlé d'insuffisance professionnelle parce qu'il aurait exécuté le mandat. Nous avons estimé que ce n'était pas un acte d'insuffisance professionnelle de sa part. L'acte de suspension a également indiqué l'insubordination que nous avons estimé également ne pas être fondée. Maintenant, au-delà, s'il y a d'autres situations internes ou souterraines qui ont peut-être contribué à la prise de cette décision, nous attendons que cela figure dans un acte de suspension et nous serons dans la mesure du possible de réagir par rapport à ça également. Lobby for GG avec le porte-parole des magistrats de Guinée, Yves Magloire. Oui, Emmanuel, oui. Ah, d'accord, je laisse. Vous avez ajouté Yves Magloire à mon nom. Hein. Ah, d'accord. Souvent, les Magloires ont des noms, prénoms, Yves derrière. Oui, allez-y. Vous l'avez dit, c'est une des rares fois que vous décidez quand même de cesser toute activité au niveau des tribunaux. Est-ce que désormais, lorsque le ministre de la Justice, qu'il soit quand même ministre de la Justice, il décide de suspendre un magistrat alors que la forme, il ne respecte pas la forme, il n'y a aucune norme, est-ce que vous allez décider également de faire la même chose ou bien vous allez vous en tenir à des communiqués? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est sur l'aspect sécuritaire. Comment vous comprenez qu'on puisse condamner quelqu'un et qu'on se retrouve avec cette même personne? Est-ce qu'il ne faut pas exiger un peu qu'il y ait un aspect sécuritaire pour ces magistrats? Alors, on va revenir à la deuxième question parce que la première a été répondue. Sur la deuxième question, d'autant plus que je rapporte certaines voix dans l'opinion publique qui contextent le fait que le juge se serait retrouvé avec cette dame dans cet ascenseur. À ceux qui contestent cela n'ont qu'à rapporter la preuve contraire. Ceux qui le contestent n'ont qu'à rapporter la preuve contraire. Jusqu'à date, en tout cas, le département n'a pas démenti, à ma foi,
n'a pas démenti cela parce que c'est réel. Le juge, nous le croyons sur serment. Il ne va pas nous embarquer dans un truc en disant que oui, je suis venu au département, j'ai croisé la dame. Sinon, il n'aurait pas refusé d'entrer dans le bureau de l'inspecteur avec son président. Il serait rentré et ils auraient été entendus peut-être, il aurait été informé du motif pour lequel on a fait venir. Il a croisé celle-ci là-bas et c'est pourquoi, dès le début, il a refusé une telle confrontation. Parce que pour lui, et pour tout le monde, pour tout, en tout cas tous ceux qui pratiquent la justice, on ne peut pas quand même mettre sur une table celui qui vous a jugé et vous pour discuter des motifs desquels vous ont jugé. Les motifs s'expliquent dans la décision. Il faut s'entendre à dire, vous n'êtes pas d'accord de ces motifs, vous relevez appel et la cour d'appel apprécie. Pour ce qui est de la sécurité, nous avons toujours réclamé cela. Nous avons toujours demandé à ce que même nos juridictions soient sécurisées. Il n'y a pas plus longtemps, il y a eu des attaques, même au tribunal de première instance de Koya. Comment comprenez-vous que la justice, où les bandits sont jugés, que ceux-ci n'ont même plus peur d'aller opérer dans ces juridictions-là? À l'enfance, on avait peur de rentrer même dans les salles d'audience. Aujourd'hui, les voleurs n'ont même plus peur de rentrer, même dans le bureau d'un juge, soutirer peut-être les scellés, soutirer ce qu'ils veulent. On attaque les maisons d'arrêt, on attaque les juridictions. Pour nous, la question de sécurité des magistrats est beaucoup plus préoccupante. On devait beaucoup plus s'atteler à ça que de rentrer dans une guerre contre les magistrats qui ne va malheureusement pas servir la population. Dans cette même procédure, est-ce que vous êtes au courant que le bureau du juge Moussa Camara avait même été cambriolé à la recherche, n'est-ce pas, de dossiers concernant cette même affaire de Dame Asma Diallo? Est-ce que vous avez cette information? Nous avons reçu toutes ces révélations. Nous avons reçu ces révélations, mais il s'est trouvé qu'en ce moment, le dossier était avec le substitut du procureur. Parce que très souvent, lorsque vous descendez de l'audience ou à l'approche, vous remettez les dossiers au procureur parce que c'est eux qui font les rôles d'audience. Donc peut-être les individus ne comprenant pas ceci, on les regarder inutilement dans le bureau du juge à la recherche du dossier. Allez, Kapso. Voilà, alors monsieur le juge, question très simple, au regard de toutes ces dénonciations-là, est-ce que vous pensez que la justice guinéenne se porte bien pendant cette transition, ou est-ce que vous pensez que cet espoir que le président de la transition a voulu donner au peuple de Guinée en leur annonçant que désormais la justice sera la boussole qui va guider cette transition, est-ce que vous pensez que le ministre de la Justice est en train de poser des actes pour mettre en œuvre cette promesse du président de la transition? Alors, il n'appartient pas au ministre de la Justice de mettre cette promesse en exécution. Cette promesse doit être mise en œuvre par les magistrats. Par les magistrats au niveau des tribunaux. Parce que ce sont les magistrats qui rendent la justice, ce sont les magistrats qui disent le droit. C'est à eux de rendre effective cette promesse qui a été faite par le président de la République. Et ma foi, tous les magistrats sont résolus dans cette démarche. C'est pourquoi ils essayent d'exiger, dans un premier temps, que les textes de loi qui gouvernent leurs fonctions soient respectés pour qu'ils soient dans toutes les sécurités qui peuvent les permettre de rendre la justice et de faire de celle-là une boussole qui va guider les actions de tous les individus dans la cité. Attends, c'est dans le même sens, Madiou, il faut le permettre, si au même moment où vous êtes en train justement de faire appliquer cette volonté du chef de l'État, faire de la justice la boussole de la transition, et qu'au même moment vous soyez interpellé, suspendu sur vos décisions de justice par le ministère de la Justice, qui est en train de desservir alors, comment dirais-je, la transition? Non, qui est en train de desservir, nous ne pouvons pas dire cela. Nous sommes appelés à jouer un rôle, nous jouons notre rôle et nous veillons à ce que le rôle que nous jouons soit assez respecté. Maintenant, il appartient à ceux qui procèdent aux nominations, à ceux qui sont dans une optique comme ils ont dit, de refondation de l'État, de tirer les conséquences, de dire oui, pendant la démarche que nous sommes en train de suivre, sur notre chemin que nous sommes en train d'emprunter, voici ceux qui nous accompagnent, voici ceux qui ne nous accompagnent pas. Nous restons focus sur le rôle que le magistrat doit jouer dans une république. Nous pensons que ce n'est pas au cours de cette transition que nous devons changer notre manière de faire. La magistrature est née avant cette transition, elle doit subsister après cette transition et les magistrats doivent garder ça à l'esprit. Chacun doit faire en sorte que son poste ou sa fonction ne soit pas sacrifiée pour une période donnée. J'imagine que vous êtes en contact avec ces magistrats, le juge et le substitut du procureur du côté de l'abbé. Quelle est leur perception? Comment ils sont perçus à l'abbé? Vous prenez une décision mettant une personne en prison et puis la personne est libérée et la personne même se retrouve à l'abbé. Comment il est perçu? J'imagine que vous êtes en contact avec lui du côté de l'abbé. Quel est son état d'esprit? Dans un premier temps, il se sent abattu, mais on essaie de le remonter, on essaie de lui dire de toute façon, on a lu ta décision, nous pensons que tu n'as pas fauté, reste positif, reste concentré, parce que ce sont des attitudes qui risquent d'affecter la carrière. C'est un jeune magistrat, il n'a même pas 2 ans d'activité. S'il tient un coup comme ça, il est abandonné à lui seul. Demain, il a une procédure,
il est capable même de refuser de prendre des dossiers. Parce qu'il va se dire, est-ce que si je prends une procédure, si je rends une décision, je ne vais pas encore être suspendu. Nous essayons de le rassurer. Et heureusement, il a un mental d'acier, il est assez prêt, il est solide, il résiste et il a le soutien de ses collègues de promotion et de l'ensemble de tous les magistrats. Emmanuel Loa. En tout cas, épris de justice. Alors, monsieur le juge, on a quand même un ministre de la Justice qui est issu de votre corporation. On se dit que c'est un ministre qui connaît naturellement les entrailles de ce métier-là, qui connaît ses réalités et qui était le mieux indiqué pour permettre à ce que l'indépendance et toutes les commodités soient regroupées pour vous permettre de mener à bien l'activité pour laquelle vous avez prêté serment. Mais comment comprenez-vous que, bien sûr, il a eu maille à partie quelquefois avec les avocats, Bien, mais que ce soit vous avec qui il a le plus de problèmes? Alors, nous considérons toujours que c'est lui qui comprend mieux nos situations et il est le mieux indiqué pour régler ces situations-là. Ces situations qui arrivent, des situations d'incompréhension, nous les mettons à l'actif des situations d'incompréhension et nous pensons qu'il va revenir à la raison, qu'il comprendra que l'interprétation de la loi n'est pas l'apanage d'un seul magistrat. On ne peut pas aujourd'hui avoir une lecture d'un texte de loi seul et que 10 personnes qui ont les mêmes formations que vous, qui ont les mêmes études de droit que vous, qui ont fait la même formation professionnelle que vous pour être magistrat, et que ceux-ci disent plutôt voici comment on interprète le texte, à un moment, il faut se dire attention, je rentre dans mon bureau, je vois le texte, peut-être je n'avais pas compris comme ça, mais l'avis des autres compte, l'avis des autres est beaucoup plus correct que moi et au nom de la profession, pour la paix dans la cité, je reviens à la raison et écoutez, vous avez raison, on avance. L'association des magistrats de Guinée qui hausse le ton et qui appelle les magistrats à débrouiller. Oui, Caps, Voilà. avant-dernière question parce qu'il nous reste 4 minutes. Voilà, alors je sens, vous êtes très diplomatique dans vos propos ce matin, ce qu'on entend d'ailleurs très bien. Cependant, est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez aller beaucoup plus pousser beaucoup plus le bouchon pour la simple raison qu'aujourd'hui, est-ce que c'est dans les prérogatives où l'association des magistrats de Guinée peut aller demander aujourd'hui à ce qu'on prenne un projet de loi pouvant permettre au Conseil supérieur de la magistrature suprême d'obliger justement l'exécution des décisions qui sont issues de là, quand on sait qu'il y a plusieurs décisions demandant à ce que ces magistrats suspendus soient rétablis dans leurs fonctions qui ne sont pas exécutées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne devriez pas avoir comme cheval de bataille cette proposition de loi qui puisse être prise en compte? Bien. L'association a beaucoup d'ambition dans ce sens. L'association a assez de vision par rapport non seulement au texte qui gouverne le Conseil supérieur de la magistrature, mais également au texte qui constitue le statut des magistrats. Bien. Mais la mise en œuvre d'une quelconque réforme dans ce sens, l'association ne peut pas porter un tel projet au niveau de l'hémicycle. L'association est obligée, s'il y a une bonne collaboration, s'il y a une très bonne entente entre elle et le département, de soumettre ces genres d'initiatives au département, de travailler avec le département et le service concerné au niveau du ministère sur ces questions, soumettre à l'Assemblée nationale. Mais nous n'avons pas cette qualité de présenter un texte à l'Assemblée nationale, malheureusement. Sinon, est-ce que vous avez porté cette proposition au niveau du département sur la révision d'un certain nombre de textes ou c'est des propositions de nouveaux textes de loi? On va gérer le temps. alors à date, nous n'avons proposé nous n'avons fait aucune proposition dans ce sens. Et tout cela, ma foi, c'est que c'est déjà dans l'atmosphère, le climat de travail qui rassure les uns et les autres qui peut vous amener. Allez, dernière question, il nous reste une minute, Babila. Dans la décision du ministre, il s'est dit que le juge, dans la rédaction de son jugement, s'est trompé pour mettre Mafanko au lieu de l'abbé. Est-ce que cela constitue véritablement un manquement qui puisse motiver ou qui puisse être pris aussi en compte pour motiver la décision de suspension? Deuxième question, nous apprenons qu'il y a des magistrats favorables, n'est-ce pas, au ministre Charles, qui sont en train de démarcher, de démobiliser d'autres magistrats de la corporation à ne pas appliquer votre mot d'ordre, votre débrayage. Est-ce que vous avez cette information? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, sur le premier, déjà, c'est une erreur matérielle. On peut apprécier ça comme une erreur matérielle. Il arrive à chacun, même lorsqu'on vient de sortir d'une année
très souvent, vous avez les en-têtes que vous gardez. Ouais. Il vous arrive parfois, en début d'année 2024, d'utiliser des actes peut-être où vous avez mis 2023. Oui. Ce sont des erreurs matérielles qui arrivent et qui se corrigent. On ne peut pas admettre ou qualifier cela L'erreur est humaine. de faute professionnelle. Pour ce qui est de l'attitude de certains collègues, nous la prenons avec beaucoup plus de désolation, mais nous pensons que les magistrats ne se laisseront pas manipuler, ne se laisseront pas mener dans une telle bataille. Yeah. Pour nous, il n'y a pas de magistrat acquis à la cause d'un ministre. Pour nous, le magistrat est acquis à la cause des textes. Bien. Si un magistrat pense qu'il laisse les textes pour être soumis à un ministre, bah, pour nous, il cesse d'être magistrat. Bien. Aujourd'hui, nous considérons que nous avons lancé un appel à tous les magistrats. On n'a pas adressé cet appel à un groupe de magistrats pour laisser notre groupe. Pour nous, tous les magistrats nous accompagneront dans cette démarche. Nous sommes quand même en vacances judiciaires. Maintenant, est-ce que vous pensez que cet appel à débrayage aura un impact? Alors, les vacances judiciaires, c'est vrai, les activités sont réduites, mais il y a des activités, il y a des audiences de vacation qui se tiennent. Il y a des cas de flagrant délit qui se tiennent, il y a des référés qui se tiennent. Et au-delà, il y a des actes qui se délivrent aux justiciables. Il y a nos parents qui viennent chercher les casiers judiciaires, les certificats de nationalité, des jugements supplétifs. Bien. Tous ceux-ci seront bloqués. Et je pense que ça pourrait amener à régler très rapidement. Notre Bien. objectif n'est pas d'impacter le fonctionnement de la justice en tant que tel, mais nous sommes allés vers ce choix parce que nous n'avions vraiment pas d'option, sinon que d'aller par cette manière pour exiger. En 10 secondes, rapidement, est-ce que depuis cet appel au débrayage, est-ce que vous avez déjà été contacté par le département en question? Est-ce que des actions Bien. sont entreprises pour rectifier Le tout ministre ça? a dit que c'est un non-événement. Nous avons lancé ce mot d'ordre hier soir. Après, chacun a rejoint son domicile. Ce matin, nous avons réunion. Certainement, s'il y a eu des rapprochements, certainement le président nous fera part de ces rapprochements. Ou des Bien. appels. Mais Et vous avez que le ministre entendu qualifie de votre débrayage de non-événement. Bah, la situation, le terrain va nous expliquer si c'est un événement ou pas. Bien. Alors pourquoi les Diawara et les Israël jusqu'ici ne sont pas rétablis malgré le Bien, fait dans que leur droit. le Conseil supérieur est tranché en C'est leur ce que faveur? je disais tout à l'heure, que nous attendons certainement un prochain mouvement. Si à l'issue de ces mouvements, il n'y a pas de suite qui est donnée à leur situation, l'association se retrouvera. Bien. Les Maïtras décideront également de la démarche à suivre. par Merci rapport à beaucoup, ces questions-là. Monsieur Magloire. Vous êtes le porte-parole de l'Association des magistrats de Guinée, d'être intervenu. À très bientôt. Merci à vous pour l'invitation.